C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 85 du 30 septembre 2024. Au sommaire, les violences sexuelles, un fléau également pour nos communautés queer, le témoignage de Jordan Dupuis, qui est également animateur de la marche contre ces violences à Laval. Les hommes aussi subissent des violences sexuelles. La chercheuse Natacha Godbout nous en parle. Journée nationale de la vérité et de la réconciliation dans le contexte des personnes aux deux esprits et LGBTQ+, avec Vincent Janot du Cercle IndigiQueer. L'impact du gouvernement de droite en France sur les communautés queer à la chronique Transatlantique Queer avec Christophe Gérard. Et faut-il craindre le retour du Mpox, qu'on appelait la variole simienne, à la chronique aux petits soins avec Gengis Grenier. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Première grande marche lavalloise contre les violences sexuelles et comme animateur de cette marche, c'est Jordan Dupuis, bien connu de nos communautés de LGBTQIA+, ou nos communautés queer. Bienvenue à l'émission à nouveau, Jordan. Salut, Denis Martin. C'est le fun de t'avoir à nouveau. Écoute, de ton indéfectible support. Écoute, c'est important de parler des violences, violences sexuelles, parce que, on va y revenir, ça atteint pas mal toutes les communautés, dont les nôtres. Mais pourquoi une marche maintenant à Laval? C'est la première fois. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a décidé d'en faire une cette année? En fait, c'est une décision d'unir les organismes qui luttent dans la région pour, en fait, faire de la sensibilisation, mais aussi unir les ressources et les forces, parce qu'il y a un besoin criant, les violences sexuelles augmentent, et ce, dans toutes les communautés. Donc, c'est dans l'idée de partager le savoir, de partager les ressources, puis de créer une espèce de réseau de ressources connectées, parce que plusieurs organismes travaillent de façon indépendante contre les violences sexuelles, mais ne collaborent pas nécessairement ensemble. Donc, l'idée de cette marche-là, c'est sensibiliser la population, mais aussi d'unir les organismes. D'ailleurs, lorsque la marche aura lieu à la toute fin, au parc, il y aura à peu près une dizaine d'organismes sur place qui luttent contre les violences sexuelles, qui vont être là pour justement informer la population, offrir leurs services, puis réseauter aussi, parce que c'est important de faire du réseautage lorsqu'il vient le temps de faire de l'intervention communautaire. La porte-parole, c'est Léa Clermont-Dion. Toi, tu es animateur. Quel est ton rôle dans cette marche-là? Présenter, évidemment, les politiciens qui seront présents. D'ailleurs, Manon Massé a confirmé sa présence, Léa Clermont-Dion, mais aussi faire lever la foule un peu, donc encourager les marchands, les marcheurs à déambuler dans la rue sur un parcours de 1,2 km. Puis aussi parce que j'ai eu le plaisir au mois de juin d'animer la première table de concertation justement sur les violences sexuelles de Laval, dont le focus était tourné vers les communautés LGBTQ+. Donc, ça a été vraiment un bon fit. Moi, j'ai, été victime de violences sexuelles dans ma vie, mais 98,9% des femmes qui m'entourent aussi. Donc, c'est un fit naturel pour moi d'aller animer ça parce que cette violence sexuelle-là, elle est de plus en plus présente, elle est de plus en plus pernicieuse, puis il y a vraiment une régression au niveau du féminisme, en général, ambiant, mondial. Donc, de faire entendre nos voix, c'est super important, puis surtout celle d'hommes. Moi, je suis un homme cisgenre blanc, homosexuel, mais qui en a vécu la violence sexuelle et qui, on sait très bien la relation entre les femmes et les communautés LGBTQ+, 98,9% de mon entourage aussi. Donc, c'était vraiment aussi pour supporter les femmes de ma vie, parce que sans elles, je ne serais pas grand-chose aujourd'hui, Denis Martin. Les violences sexuelles envers les hommes, dont les hommes ont été victimes, et particulièrement nos communautés, c'est un sujet, je peux le dire, tabou. On n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, c'est là, ça existe. Et absolument. Et premièrement aussi, chez les communautés trans et lesbiennes, il y a énormément de violences conjugales, de violences sexuelles.
Moi, j'ai été, et ça m'a pris du temps avant de comprendre que j'avais été victime de violences sexuelles de la part de mon agresseur, et ça a été parce que la parole s'est libérée et qu'on était plusieurs à s'en parler, que j'ai compris que finalement ce que j'avais vécu était de la violence sexuelle. J'ai toujours pensé que ça faisait partie de la game dans notre type de sexualité entre hommes, puis finalement pas du tout. Là. Donc, les rapports dominant-dominé, ça ne veut pas dire que tu dois être victime de violence sexuelle. Là. Non, ces rapports-là doivent être consentants. S'ils ne le sont pas, ça devient de la violence Mais la sexuelle. limite, elle est très floue. Oui. Elle est très floue. Elle est souvent évanescente. Elle est souvent altérée par la consommation. On a des gens ont des pratiques de plus en plus radicales sexuelles. Donc, ça implique son lot de zones grises, je dirais. Donc, alors, tu vas faire donc cette marche. Ouais. Tu as donc aussi, toi, un message à passer. Et ce message aussi, je pense qu'on le retrouve un peu dans ton livre Tu es l'ogre, il me semble. Oui, absolument. Bon, évidemment, quand j'étais plus jeune, et là, je parle aux jeunes, mais de ma génération, j'ai 42 ans, beaucoup de nos rapports sexuels se faisaient dans l'anonymat. Mm-hmm. Donc, s'il y a de l'anonymat, et souvent sur Internet avec des inconnus, donc toute cette marge de secret autour de la sexualité entre hommes, quand tu n'as pas fait ton coming out, amène un risque de dérapage, et c'est ça que j'ai vécu. Là. Donc, évidemment, si tout se fait en secret, les abus peuvent survenir encore plus. Et j'en parle dans mon livre, justement. Et comme moi, je pesais 345 livres, j'ai été victime de violences sexuelles parce qu'évidemment, j'étais aux yeux de la communauté un être inférieur, si je peux dire, parce que je ne correspondais pas au standard de beauté de la communauté à l'époque. Donc, ça a donné lieu à beaucoup de situations qui sont... avec le recul aujourd'hui, qui sont extrêmement problématiques et qui ont été empreintes de violence sexuelle. Et si tu me permets, Jordan, j'entends dans ta voix encore beaucoup d'émotions. C'est parce que c'est encore absolument. douloureux, hein? Oui, puis parce que ça continue de se produire. Je veux dire, lorsque j'ai publié mon livre en avril dernier, il y a des gens qui m'ont écrit, il y a des jeunes qui m'ont écrit, il y a des hommes de ma génération qui m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient vécu quelque chose de similaire et que le cycle de la violence sexuelle se perpétue. Et surtout avec l'arrivée des applications de rencontres, c'est encore plus facile. Oui, c'est clandestin, puis on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est dans le grand secret, oui. Oui, fait que, mettons, moi, je dis moi, mais je m'inclus pas, mais tu sais, je cherche, je suis passif dans ma sexualité, je cherche quelqu'un de dominant sexuellement, ça peut amener un risque de dérapage. Ouais. Jordan Dupuis, d'abord, merci beaucoup encore une fois parce que tu es vraiment quelqu'un qui s'est ouvert et qui nous raconte des choses au jeu. Ouais, je pensais pas que ça allait venir me chercher oui, comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça arrive comme ça. Oui, c'est le don de faire sortir les émotions de Martin. Écoute, ça fait partie du travail, puis quand des émotions sont réelles, elles sont senties, elles sont véritables, elles font partie de l'histoire et on les laisse s'exprimer parce qu'elles ont leur place. Jordan Dupuis, qui est comédien, qui est animateur qui est de radio-télévision, qui est aussi auteur. Je le rappelle donc, Tu es l'ogre aux éditions Libre Expression, si je ne me trompe pas, en librairie. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci beaucoup, Denis Martin. J'invite les gens à venir marcher avec nous le 5 octobre prochain, dès 13h. Merci, à la prochaine. Bye-bye. Bye-bye. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue. Alors, on vient d'entendre le témoignage de Jordan Dupuis qui va être un des porte-paroles de la marche contre les violences sexuelles, et notamment dans son cas à lui, envers les personnes, envers les hommes.
Et les violences sexuelles envers les hommes, ce n'est pas un sujet dont on parle beaucoup. C'est très tabou. En fait, Jordan en parle dans son livre, puis on en a parlé en entrevue. Et pour discuter de ce que c'est ces violences sexuelles et qu'est-ce que ça peut faire, je reçois Natacha Godbout. Natacha Godbout est docteur, psychologue, professeur en sexologie, l'Université du Québec à Montréal. Et fait, écoute, si je faisais tout son CV, on en aurait pour une demi-heure, mais je vais surtout parler du fait qu'elle est directrice de l'unité de recherche d'intervention sur les traumas et le couple. Et dans le cadre de ce programme-là, elle a fait, avec plusieurs autres, oui, un programme, en fait, un projet d'écriture hein, où on lit la littérature et les violences sexuelles subies par les hommes. Parce que c'est, encore une fois, c'est un sujet tabou. D'abord, bienvenue à l'émission, Natacha. Merci. Merci de l'invitation. Ben, c'est un plaisir de te recevoir et j'aimerais aussi qu'on le fait tout le temps. On demande aux gens, quand c'est la première fois qu'ils viennent à l'émission, on utilise quel pronom et quel accord avec toi, Tu peux y aller avec le L. avec le féminin. Natacha, les violences sexuelles envers les hommes, surtout subies à l'enfance, parce que c'était un peu le projet, le tracer les mots dont je parlais. D'abord, parlons de cette violence-là. On n'en parle pas beaucoup, mais elle existe. Non. Comment on la définit, cette violence? En effet, c'est très tabou. Tout ce qui est le champ de la sexualité, c'est déjà tabou. Lorsqu'on parle de trauma, c'est très tabou aussi. Et de toutes les victimisations, c'est tabou. Mais lorsqu'on met ensemble trauma, victimisation, sexualité et homme, là, on est dans une intersectionnalité de tabous. Donc, en effet, c'est quelque chose qui est très difficile, qui est vulnérable et qui est relié à plein de particularités culturelles, sociologiques, psychologiques, criminelles, qui fait en sorte que c'est un sujet délicat dont parfois on ne veut pas non plus entendre parler. Alors, pour en parler, parce qu'une des choses que je pense que tu as fait avec ton travail, c'est que toi, tu dis qu'il faut en parler, parce que si on n'en parle pas, ça rend les choses encore plus difficiles. Euh, Puis là, je vais être très clair et je vais être transparent. J'ai participé à un projet avec Natacha qui s'appelle Tracer les mots. Parle-nous de ce projet, parce que ce projet aide vraiment des gens à exprimer ce qu'ils ont vécu sans avoir pour autant s'identifier. Exactement. En fait, tracer les mots et tracer les mots MAUX, Mhm. hein, donc il y a un jeu de mots dans notre titre, c'est un projet littéraire. C'est un projet littéraire qui a pour objectif de démystifier les réalités des hommes qui ont vécu des traumas interpersonnels en enfance, y compris des agressions sexuelles, et de déconstruire des normes néfastes qui sont reliées à la masculinité. Donc, c'est un projet qui met en scène 7 personnes, auteurs, autrices, qui se sont inspirées de réelles entrevues. Je te rappelle d'avoir lu Oui, ce- ce- ce vécu, parce que oui. c'est des hommes qui ont témoigné de leurs agressions, qui ont témoigné de leur expérience. Donc, ils sont partis de ces réalités-là pour s'inspirer et créer quelque chose qui rencontre à leur façon, avec leur propre créativité, qui donne un peu une forme d'accès au vécu de la victimisation au masculin. La victimisation au masculin, puis comme on le sait, c'est pas mal plus fréquent qu'on le pense parce qu'on n'en parle pas. Est-ce qu'il y a des chiffres que tu peux nous donner pour qu'on comprenne là, l'ampleur de ce problème-là? Bien sûr, et je vous avertis tout de suite, c'est des chiffres très imparfaits. En fait, je vais vous assurer, et ça j'en suis bien solide, qu'il y a au moins 10% des hommes au Québec, au Canada et pas mal dans le monde, malheureusement, qui ont vécu une agression sexuelle en enfance. Je suis certaine de mon 10% parce que c'est probablement plus. 10%, c'est le chiffre qui est assez commun, mais on pourrait peut-être doubler la mise selon la façon de poser les questions. Par exemple, si on y va avec des faits beaucoup plus objectifs, as-tu déjà eu une relation sexuelle avec quelqu'un de 5 ans plus vieux alors que tu avais 15 ans et moins, on va avoir des chiffres un petit peu plus gros. Si on va dans certaines populations plus vulnérables, on va gonfler aussi, les chiffres explosent davantage. Donc, c'est minimum, c'est 10%. Fait que pensez au Québec, là, sur 4 millions, d'hommes, on est pas mal à 400 000 personnes là, qui ont vécu des expériences comme ça. Et là, c'est juste l'agression sexuelle en enfance. Alors que le projet victimisation, quand on parle de la victimisation des hommes, on pense aussi à toutes sortes d'autres formes de victimisation. Négligence en enfance, mauvais traitement, intimidation, être victime de violences psychologiques, physiques
par ses parents. Donc, tout ça s'accumule et là, malheureusement, on a des chiffres encore plus épeurants. Puis il y a toujours cette idée que derrière tout ça, quand un homme se plaint d'avoir été victime de violence, peu importe la sorte, surtout quand on parle d'intimidation, de cyber-intimidation, parce que ça existe beaucoup maintenant chez les jeunes, bien, fais un homme de toi, puis défends-toi. Malheureusement. On a encore ça, cette idée-là, et ça persiste. Et c'est pas seulement, oui, la société l'enseigne, mais ça devient même internalisé. Donc, les hommes finissent par le porter en eux-mêmes. Et lorsque quelqu'un lui reflète, ben là, ça prend des proportions parce que ça fait écho à quelque chose qu'il a entendu, qui s'est développé avec, qui a été socialisé, qui a été éduqué de cette façon-là, et qui va l'empêcher parfois lui-même d'en parler à ses amis, à ses proches, et d'aller demander de l'aide. Et le problème, c'est qu'il y a des conséquences à ça. Des gens développent des dépendances, développent toutes sortes de comportements psychologiques. Et parce que c'est pas reconnu, ben, on perpétue justement le problème. On perpétue le problème et on maintient la détresse qui s'exacerbe, se cristallise. Donc, ça fait des personnes qui vont souffrir en cachette, en silence pendant des décennies. Dans notre projet, on a maintenant plusieurs centaines d'hommes qui sont allés consulter dans un organisme communautaire là, qui apporte de l'aide aux hommes victimes ou aux hommes en général. Et c'est au moins 1 sur 2 qui nous disent que c'était la première fois qu'ils parlaient de ces agressions dont ils avaient été victimes. C'est la première fois qu'ils en parlaient lors de leur consultation à ces organismes-là. Et des fois, ces hommes-là arrivent à 50, 60, 70 ans, là, donc qui ont vécu avec ce secret, avec cette lourdeur longtemps. Et avec cette idée de je suis un homme, j'ai pas besoin de personne, mais aussi avec cette idée qu'on voudrait tous, là, le temps guérit tout, hein, le temps efface tout, j'ai pas besoin d'aide, c'est arrivé quand j'avais 5 ans, cette affaire-là, donc maintenant, ça devrait pas me déranger. Mais ça se passe pas comme ça. Quand on se développe dans un contexte traumatique qui est pas optimal, eh bien, on se développe avec des éléments qui sont non optimaux aussi, et ces éléments-là vont se poursuivre et vont venir affecter les dimensions fondamentales de l'être humain dans sa vie adulte. Si quelqu'un nous entend présentement, nous écoute, et qui a besoin d'aide, où est-ce qu'on trouve cette aide-là? Est-ce qu'il y a un site quelque part, quelque chose d'assez central? Vous pouvez aller voir sur notre site qui s'appelle le CNVAM pour le Collectif national sur la victimisation au masculin. On a fait des ressources pratiques. Donc, on a la liste des ressources sur la grandeur du territoire québécois qui offrent des services spécialisés là, aux hommes qui sont victimes, qui ont été victimes d'agressions sexuelles en enfance ou même à l'âge adulte. Donc, c'est une bonne ressource pour aller, pour commencer à trouver une porte qui sera propice, parce que cogner à la mauvaise porte ou se faire dire non ou se faire dire qu'on n'est pas au bon endroit, ben ça aussi, c'est retraumatisant. Donc, c'est important d'avoir des ressources qui sont là, qui sont formées, qui sont capables de répondre. Et puis moi, je vais inviter tout le monde à aller sur le site qui s'appelle Tracer les mots, MAUX, pour entendre ce projet absolument génial. Pas parce que j'y ai participé, parce que j'ai beaucoup aimé ce projet. Natacha Godbout, merci beaucoup d'avoir été à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci à toi, Denis Martin. Merci aussi pour ta participation extraordinaire. Merci. Actualité. Le 30 septembre, c'est la journée de vérité, la vérité et de la réconciliation. Cette journée est l'occasion de rendre hommage aux enfants qui n'ont jamais pu retourner chez eux et aux survivants des pensionnats qu'on disait pensionnats autochtones, ainsi qu'à leurs familles et leurs communautés. La commémoration publique de l'histoire tragique et douloureuse des pensionnats et de leurs séquelles durables est un élément essentiel du processus de réconciliation. C'est pour ça que je le dis en début de cet entretien. C'est aussi la journée qu'on dit la journée du chandail orange. On vous invite à porter un chandail orange dans le but de sensibiliser aux répercussions intergénérationnelles des pensionnats sur les individus, les familles et les collectivités. Alors, où l'arc-en-ciel se lève, on a pensé souligner la journée en invitant Vincent Janotte, qui est directeur général de Cercle Indigiqueer. Bienvenue à l'émission. Est-ce que je peux dire Gwe Pchijalsi, c'est ça? Oui, mais Kwe, ça va tout à Oui, fait. ça va très bien. Alors, bienvenue à l'émission. Quel accord et quel pronom on utilise avec toi? Oh, c'est simple que il, mais en même temps, moi, je les accepte tous pour vrai, là. Très inclusif. Oui, parce que, est-ce qu'on peut le dire, tu t'identifies comme une personne aux deux esprits? Exactement. Parfait. Mais on va y arriver, mais allons-y justement. Les premières lettres de l'acronyme 2E LGBTQIA+, ça signifie deux esprits. C'est quoi une personne aux deux esprits? Bien, premièrement, il faut savoir que
La bispiritualité, moi, je le considère souvent comme un concept. Donc, c'est dur de le définir parce que ce mot-là peut être décliné de plusieurs façons dans différentes communautés. Donc, je vais y aller plutôt avec l'aspect historique d'où émerge le mot. Donc, ce mot-là émerge des années 90, dans lequel il y a eu des revendications pour justement redorer qu'est-ce qu'était la bispiritualité, parce que c'est un aspect qui est également associé à la culture autochtone. Donc, oui, il est dans le terme avec toutes les autres lettres, donc de SLGBTQ+, et toutes les lettres qui s'ajoutent, mais en réalité, il s'agit d'un terme qui fait référence à plus qu'une dualité. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que le terme a déjà été transformé à la base. Aujourd'hui, on l'identifie comme étant deux esprits, bispirituel ou two-spirit, mais à la base, ça définit un concept de quelque chose qui est beaucoup plus relié à la culture, qui est vraiment plus englobant. On peut l'interpréter comme étant une personne qui a les capacités de ne pas se limiter au genre. Oui. Par exemple, on pense à la vie précoloniale, donc dans des situations où on avait besoin de gens qui étaient habiles dans différents secteurs, ces personnes-là vont correspondre à tous ces critères-là et ils ne vont pas se limiter à faire une seule tâche dans le village. Ils vont vraiment donner la main à la pâte dans tout ce qu'ils peuvent faire. Donc, ces gens-là étaient extrêmement valorisés par le village parce qu'ils pouvaient faire beaucoup de choses. Ces personnes-là se sentaient connectées à tout leur entourage. On a vraiment, dans la culture autochtone, par exemple, la vision, le cercle. Oui. Donc, une globalité. Hein, on englobe le tout. C'est une vision 360. Donc, le terme bispirit est déjà un petit peu erroné à ce point-là parce que quand on dit deux esprits, on parle d'une dualité homme-femme souvent. C'est comme ça qu'aujourd'hui on l'interprète, mais ça veut dire plus que ça. C'est vraiment un tout. Moi, on m'avait donné l'exemple, par exemple, comme de l'eau. De l'eau, il y a la surface, c'est un peu plus chaud, un peu plus tiède. Ensuite, on va un peu plus profond, ça change de température. Il y a d'autres sortes de poissons qui y vivent. Et là, il y a encore le plus profond. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est moi qui... Oui, c'est moi qui n'avais pas éteint mon téléphone. Ben oui, c'est des choses qui arrivent. Ben oui. Puis il y a l'eau encore plus profonde où est-ce qu'il y a encore une autre biodiversité qui est là et encore de l'eau encore plus froide et plus sombre. La bispiritualité, on pourrait dire que c'est tout ça à la fois. On représente toutes ces couches d'eau-là ensemble. Et on ne se limite pas à diviser les couches d'eau finalement. Et on dit souvent que ces personnes-là étaient, on l'a dit, très bien vues dans les communautés, dans les villages. Mais ça a changé. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça a changé, puis malheureusement, on ne peut pas changer l'histoire, mais c'est sûr que le colonialisme, la loi sur les Indiens, les pensionnats, tout ça ont eu des répercussions sur le concept de la bispiritualité. Donc, notre culture nous a été un petit peu enlevée. De ce fait-là, la bispiritualité était quelque chose aussi qui dérangeait un peu. Mais dérangeait les prêtres catholiques, les prêtres des chrétiens, parce que dans les communautés comme telles, ce n'était pas un problème jusqu'à temps que les Blancs arrivent. Bien, c'est sûr, c'est un peu gros de dire les Blancs arrivent. Puis c'est la réalité. C'est un idéal. Effectivement, c'est un idéal de coloniser finalement le Canada, dont les premiers peuples étaient déjà ici. Donc, c'est sûr qu'il y avait, disons, des divisions au niveau des croyances, au niveau de l'acceptation de certains rôles dans les communautés. Donc, c'est sûr que lorsqu'on voit les communautés autochtones, ces personnes-là valorisent des choses que malheureusement d'autres cultures ne le valorisent pas du tout. C'est ça qui arrive, c'est qu'on essaie un peu d'étouffer ça ou de le cacher, de le rendre tabou et ça a fonctionné finalement. Donc aujourd'hui, c'est rendu tabou, c'est rendu peu connu. Même parmi nous-mêmes, les Premières Nations, c'est pas tout le monde qui connaît le concept de bispiritualité. Donc des gens qui vont se découvrir à l'âge de 30 ans, ça peut arriver encore aujourd'hui. Il y a une renaissance donc? Oui, tout à fait. On a parlé des années 90, mais on voit vraiment depuis un bout, il y a une renaissance. On voit de plus en plus de personnes des premiers peuples qui s'identifient comme étant aux deux esprits. C'est quoi quand même les défis pour une personne aux deux esprits dans le monde actuel dans lequel on vit? Bien, justement, on en parle, c'est, je pense, de trouver des ressources puis de se comprendre soi-même à la base. On grandit dans un monde hétéronormatif. Donc déjà là, l'homosexualité et tout ce qui vient avec est déjà tabou. Rajoute à ça une couche culturelle qu'on a perdue. Et là, on a littéralement un mystère. Des fois, on n'arrive pas à se trouver soi-même, à s'identifier parmi toutes les étiquettes qui existent déjà. Donc là, c'est vraiment une recherche constante de j'ai pas l'impression que j'ai ma place ici. Pourtant, il y a tellement de choix. Et c'est en grandissant beaucoup plus tard que là, on réalise OK, je comprends maintenant pourquoi je ne trouvais pas ma place dans ce monde. C'est parce que j'avais pas encore le concept. Moi, j'aime pas dire définition parce que ça bouge dans le temps. C'est aussi relatif à chaque communauté. Donc, c'est vraiment de trouver sa place qui est difficile parce qu'on a peu de ressources, c'est très peu communiqué, c'est très peu connu.
ça va créer, veut pas, des problèmes sociaux aussi. Ça en découle de tout ça parce que quand tu vis l'isolement, quand tu n'es pas compris, et la violence conjugale qui vient avec, la violence familiale, souvent des personnes qui vont vivre de l'itinérance parce qu'ils ne trouvent pas leur communauté finalement. Donc, la difficulté, c'est de se connaître soi-même, de s'identifier comme ça, puis après ça, de pouvoir s'épanouir puis de trouver ses pairs finalement. La personne devant moi semble une personne qui vit très bien dans sa peau. Est-ce que ça a toujours été le cas? Relativement, oui, quand même, mais c'est un trait que j'ai de moi-même. Je suis très, très, très résilient. Là, donc, j'en ai vécu vraiment des hauts et des bas, mais j'essaie toujours de voir le côté positif. Là, Puis la famille est correcte avec tout ça? Oui, tout à fait. Mais ma famille et moi, on a vécu à part des communautés, des Premières Nations, parce qu'il y avait un désir de ma famille de séparer ce côté-là. Moi, j'ai vraiment... mais par contre, j'ai toujours côtoyé le monde autochtone depuis que je suis adolescent. Mais de retrouver ma communauté, ma famille, vraiment, ça a été là, à l'âge de l'adulte que j'ai repris contact là, avec ma communauté. Alors, comment est venue l'idée de créer Cercle NDG Queer? Cercle NDG Queer, en fait, est né parce qu'on voyait qu'il existait déjà beaucoup de programmes pour tout ce qui est LGBT, mais on voyait que le côté deux esprits était très peu connu et très peu également sollicité, très peu soutenu. Et on sait qu'au niveau des statistiques, on parle par exemple justement les gilets oranges, les femmes autochtones qui sont assassinées, battues, disparues. Bien, ça fait partie d'une partie de la communauté Two Spirit, deux esprits. Donc, il y a ce besoin-là d'intervenir au niveau social, au niveau de l'éducation, pour apprendre aux communautés à retrouver cette connaissance-là de notre culture, parce que ça fait partie de notre culture aussi. Donc, vraiment, c'est tous ces enjeux-là, défendre l'intérêt des droits des personnes deux esprits, l'éducation et les services sociaux là, pour qu'on puisse essayer d'aider le plus de gens possible. Et si les gens veulent vous rejoindre, ils passent comment? Ils trouvent Cercle NDG Queer sur Internet, puis ils vont vous trouver? Oui, assez facilement. On a notre page Facebook, on a notre site Internet qui est déjà pleinement conçu et utilisable, et on a des numéros de téléphone qu'on peut nous contacter à tout moment là, pour toutes sortes de services, besoins, aide, etc. Quel plaisir de faire ta connaissance, Vincent. Quel plaisir de t'avoir reçu à l'émission. On va certainement te réinviter, Vincent Janotte. Donc, merci. Je vais laisser de dire Wellalin. 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 Wellalin, ça veut dire merci. Oui. Merci. Mais si on s'adresse à plusieurs personnes, Wellaliok. Wellaliok. Je vais l'apprendre. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciel se lève, écrivez-nous à heurciel@gmail.com, heurciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur, et sur LinkedIn, Denis Martin Chabot. Après la pause, la France a enfin un gouvernement. Oui, mais un gouvernement de droite, ça augure comment ça pour les communautés queer? Et faut-il craindre le retour du Mpox qu'on appelait la variole simienne il y a 2 ans à Montréal? À suivre.